madame. Bonjour, bonjour. Louise Baudouin, je suis la candidate du Parti québécois. Vous savez qu'il y a des élections complémentaires le 30 avril. Oui, sûrement, on a entendu parler, on entend parler beaucoup, mais... Donc, vous avez reçu nos dépliants et nos... J'ai vu ça m'intéresse beaucoup. Bon, vous pouvez compter sur mon appui, je suis assurée. Bien, madame, vous êtes bien aimable, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir pour votre connaissance. Bonjour. C'est ça la politique. En tout cas, il y a 45 ans déjà, elle cognait de porte en porte pour se présenter aux électeurs. C'était sa deuxième tentative dans Jean Talon. C'est un extrait tiré d'un reportage sur l'élection partielle de 1979. Elle a reconnu un autre échec aux élections avant de finalement d'être élue. Aujourd'hui, vous savez, elle n'a pas besoin de présentation, surtout pas 24-60 où elle a collaboré à notre carnet politique avec son amie Lisa Frula pendant des années. Alors, celle que René Lévesque surnommait la petite bourgeoise de la Grande Allée. Louise Baudouin publie ces jours-ci on ne peut pas appeler ça une biographie, mais un récit historique sur son parcours politique parsemé de grandes victoires, peut-être des épreuves aussi au passage, mais ça résume au fond là, sa passion et sa mission. Donc sa passion, c'est la relation France-Québec, sa mission, c'est la souveraineté. Elle retrace donc ce parcours dans ce livre Entretien publié dans quelques jours chez Boréal. Louise Baudouin, bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. Bienvenue, la petite bourgeoise de la Grande Allée. René Lévesque vous appelez comme ça, mais ça ne vous a pas rebuté du tout. Il vous a convaincu d'adhérer à la cause. Mais écoutez, ça prenait du front. Vous êtes allé tenter de le convaincre de quitter le Parti libéral pour aller vers la souveraineté. Oui. Ben, à 17 ans? Ben non, j'étais un peu plus vieille que ça quand même. À l'université? Oui, j'étais à l'université, mais on était en 1967 au moment où le général de Gaulle est venu au Québec et que François Aquin, qui était député libéral, comme René Lévesque, mais dans l'opposition, puisque l'Union nationale avait gagné en 66, donc en 67, ils étaient tous les deux députés dans l'opposition. Et François Aquin est devenu le premier député indépendantiste indépendant. Et moi, j'avais été voir M. Lévesque pour dire, mais pourquoi tu fais pas la même chose? Pourquoi tu fais pas ça? Etc. Puis il m'avait bien expliqué pourquoi. Qu'il voulait présenter son projet de souveraineté-association au congrès du Parti libéral qui se tenait en novembre 67. Et c'est ce qu'il a fait, puis il a démissionné après, quand le Parti libéral a refusé. J'aimerais que vous commentiez cette photo. Là, vous êtes dans une taverne de Québec. On voit un peu derrière René Lévesque qui est en chambre. Oui, c'est ça. Ça, c'est pendant la campagne électorale. Ça doit être celle de 79 aussi. Et on une avait... photo de Jacques Nadeau. Oui, Jacques Nadeau, M. Lévesque vous a offert cette photo-là. Oui, c'est une photo extraordinaire, iconique. Et là, ici, c'est la jeune Louise Baudouin qui essaie de convaincre René Lévesque. Non, c'est lui qui me convainquait en général. Moi, je suivis pas mal tout ce qu'il faisait et pas mal tout ce qu'il a réussi et ce qu'on n'a pas réussi non plus, bien sûr. En 80, ça a été une grande défaite crève-cœur. Je reviens à cet ouvrage. On ne peut pas le qualifier de biographie. C'est délibéré d'appeler ça un entretien. Oui. C'est un récit historique. Oui. C'est le vôtre. Oui. Une historienne qui revient sur l'histoire, mais qui écrit aussi sa propre histoire d'engagement. Oui, c'est une collection des éditions du Boréal. Ça s'appelle Entretien. Et Lise Bissonnette l'a fait il y a 2 ans, je crois, Louis Bernard, Denis Vaugeois, André Major. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui sont passés à travers donc, cette collection-là. Et c'est le format de la collection. Un entretien avec un universitaire, Stéphane Paquin, et un jeune recherchiste que j'aime beaucoup, Mathieu Roy, qui m'a beaucoup aidé à retrouver justement tout ce qu'il fallait que je retrouve dans mes archives et ailleurs. Il y en a beaucoup quand on regarde votre parcours, étudiante, militante, députée, ministre, déléguée, chargée de mission, directrice, fonctionnaire, militante et tout encore aujourd'hui. Vous êtes redevenue militante. Oui, mais ça donne une idée de mon âge, hein, parce que ce parcours est long, là. Je regarde ça, là, puis je me rends compte que oui. Oui, alors, je vais commencer par la fin de l'ouvrage. Quand on est historien, la transmission est un souci qui nous habite et je dirais même un devoir. Je tenais à m'en acquitter à l'aube de mes 80 ans.
Vous avez peur qu'on oublie ces chapitres de l'histoire du Québec à travers... C'est les coulisses aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était, on peut peut-être dire une parenthèse quand même relativement heureuse d'une génération, la mienne, qui a cru que tout était possible, qui avait donc ce rêve. On était nombreux là, dans ma génération à avoir ce rêve d'indépendance. Et collectivement, donc, le premier cabinet de René Lévesque, ça a été la deuxième révolution tranquille. Alors, et personnellement et collectivement, je pense que ça a été une belle parenthèse, finalement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. On s'imagine que dans le temps, en tout cas, puis on s'est amusé en plus. Hein. Oui, on était... C'est une famille. En fait, vous le dites, hein, le Parti québécois, à cette époque-là, c'était votre famille aussi, c'était votre famille politique, parce que vous vous démarquez beaucoup de votre famille, qui avait des idées politiques différentes. Vous étiez déjà rebelle à ce moment-là face à votre famille, j'imagine. Oui, parce que disons que dans ma famille, c'est pas pour rien que M. Lévesque m'appelait la petite bourgeoise, parce que bon, c'est une famille, donc, de la bonne bourgeoisie, de la ville de Québec, de la haute ville de Québec. Et puis, évidemment, j'ai été la seule, en tout cas, de ma famille immédiate. On vous voit là. Oui, avec Jacques Chirac. À Paris, oui. Lui était maire de Paris à ce moment-là, avant qu'il soit président. Oui. Bon, on va y venir tout à l'heure. René Lévesque vous a fait une petite leçon au début. Aimer les gens, c'est essentiel si on veut faire de la politique. Oui, parce qu'il trouvait que j'étais justement un peu trop dans mon cocon d'élite québécoise de Québec. Vous connaissez Québec, Anne-Marie, vous êtes originaire de Québec aussi, alors vous le savez. Et donc, il m'a dit, si tu veux faire de la politique, là, il faut aimer les gens. Il faut apprendre à les aimer, à les écouter, à les entendre. C'était sa grande qualité. C'était sa grande qualité, c'est ça. Il nous a donné un exemple extraordinaire, avec beaucoup d'humilité, toujours dans le cas de M. Lévesque. Oui, parce que vous le décrivez comme un grand démocrate. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est d'abord ce que j'aime chez lui, en effet. D'abord démocrate, puis après souverainiste. Oui. Avez-vous dit, avez-vous écrit ici, là? Oui. C'est votre regard sur lui à cette époque-là? Oui, parce que c'était pas toujours évident, toujours simple, mais quand on a perdu le référendum, quand, il y a eu le rapatriement de la Constitution, ce qui était terrible pour lui, cette trahison des autres provinces. 82, alors, en 82, alors qu'il y avait un front commun, et puis avec son ennemi préféré, Pierre Elliott Trudeau et tout. Mais il y avait toujours ce sentiment, en effet, qu'il l'habitait. Toute cette période-là, cette première période de votre vie politique avec le Parti québécois, vous écrivez dans le livre, c'est comme les grands commencements, comme quand on tombe en amour. C'était ça? Oui. C'est vos plus belles années, dites-vous aussi. Oui. Parce que, comme je vous ai dit, on s'amusait en plus. Parce que des fois, je regarde maintenant la politique, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose d'amusant? On veut dire, on peut avoir des convictions, c'est formidable, on les défend et tout, mais quand en plus, on peut trouver du bonheur dans ce qu'on fait, puis que le soir, laissant toute chose cessante, je veux dire, on se retrouvait dans les restaurants un peu partout, puis on s'amusait, puis bon, ça chantait, ça dansait, je veux dire, oui, c'est formidable. Donc, je pense que j'ai eu, dans ce sens-là, une belle vie. Une belle vie. C'est vrai que les commencements étaient... c'est comme tomber, c'est comme tomber en amour. On va écouter René Lévesque. Oui. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et je pense qu'on a l'extrait. Ça, c'est le soir du 20 mai 1980. Vous étiez invité à l'émission spéciale de Radio-Canada. On va vous écouter sur ce que vous disiez à l'époque. Vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez. Non, mais on écoute Louise Baudouin. M. Trudeau a mis son siège en jeu, si j'ai bien entendu, sur le renouvellement, justement, du fédéralisme. Moi, j'en ai pas cru un mot parce que je croyais, comme M. Lévesque, qui avait été là assez longtemps, puis M. Bourassa, dans un gouvernement fédéraliste, avait tenté, justement, de le renouveler, n'avait pas réussi. Alors moi, j'ai pas cru que, tout d'un coup, soudainement, ça lui viendrait. Mais enfin, la balle est dans son camp, en quelque sorte, et puis peut-être qu'il va nous arriver avec des propositions. Il y a déjà le temps d'agir qui satisfaisait pas grand monde au Québec, mais c'est là. Et vous écrivez à ce sujet-là,
on a perdu sur un mensonge. Bon, vous ne pensiez pas gagner de ces 60-40. Hein, Oui, au tout début, on a quand même pensé, quand on s'est embarqué dans cette grande aventure du référendum de 80, on avait quand même quelque espoir. On ne peut pas, penser autrement si on veut agir. Mais rapidement, on s'est en effet rendu compte. Et puis, Pierre Trudeau, en effet, c'est un mensonge, un gros mensonge historique. Je veux dire, tout le monde le sait. Je le disais. Un discours la veille. Oui, ce soir-là, quand j'étais à Radio-Canada, c'était sur un mensonge. Il a dit qu'il renouvellerait le fédéralisme. Il n'a pas dit « je vais rapatrier la Constitution, je vais vous imposer le multiculturalisme ». Puis il y a des compétences du Québec qui vont disparaître par la même... Oui, exactement, par la même occasion. Donc, mais moi, je le savais. Je le dis, je le savais. Mais les Québécois, quand même, l'ont cru. Et la grande épreuve aussi, c'est de voir que c'est les francophones. Non, vous n'avez pas eu la majorité chez les francophones. Ça a dû faire mal à M. Lévesque en particulier. Oui, parce qu'au moins, au fur et à mesure où le référendum se déroulait, il y avait toujours l'espoir qu'on aurait une majorité chez les francophones. Puis ça n'a pas été le cas, ça a été 48, je pense, pour ça. Et malgré est-ce qu'on peut dire, pas les compromis, mais le fait d'en avoir fait un étapisme, hein, d'avoir essayé de rassurer les Québécois, il y avait des... Tu sais, au Parti québécois, c'est pas un parti facile, ça n'a pas été pour son chef. Les tiraillements, est-ce que c'est unilatéral, l'indépendance, ou c'est un étapisme, on négocie, puis on revient, puis on a un deuxième référendum? Hein? Bien, je pense que M. Lévesque avait bien compris que les Québécois, c'est à peu près là où ils étaient rendus, quoi, la souveraineté association. Il faut être devant quand on est en politique, bien sûr, il faut mener la parade, mais il ne faut pas trop s'éloigner non plus de ce que les Québécois sont et de ce qu'ils pensent. Puis en 80, M. Lévesque était convaincu que c'était ça la formule, puis c'était la formule d'avenir d'ailleurs pour les nations qui deviendraient indépendantes. Ce seraient ces alliances économiques. Et il y a eu un événement important, mais qui, selon vous, n'a pas changé le résultat, c'est les fameuses Yvettes. Ce rassemblement des femmes au Forum, à la suite d'une déclaration de Mme Payette comparant Mme Ryan à une Yvette. Je rappelle ça pour ceux qui ne l'auraient pas vécu. Nous l'avons vécu, ces grands rassemblements. Mais je pense que Mme Payette a beaucoup souffert de ça. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Non. Moi, je pense que d'abord, sur les Yvettes, elle avait raison dans le sens que c'était dans les livres d'école, encore la petite Yvette soumise, gentille, puis qui ne s'affirmait pas, puis etc. Ça, c'était pas vous, ça, non? Non, mais notre génération, justement, Mme Payette était un exemple pour nous. Mais évidemment, ça lui a échappé. Là. Il y a certains moments où on ne peut pas résister à un bon mot. Et puis, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je ne crois pas, non, que ça a changé le résultat. Non. Parlons quand même de l'autre chapitre sur le chemin de la souveraineté, les référendums de 1995. On ne reviendra pas sur la déclaration de Jacques Parizeau. Il y a beaucoup de souveraineté. Je vais rester sur votre analyse de la situation. Et vous écrivez, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oui, parce que c'est une belle histoire qu'on a vécue, je veux dire, ces deux tentatives-là. Et si j'ai voulu raconter, de mon point de vue, justement, ces disons, 40, 50 dernières années, parce que même si on a perdu, on a vraiment réussi, on avait réussi à obtenir l'assurance que la France nous reconnaîtrait sur le plan international, parce qu'on ne peut pas exister sur le plan international, même si on gagne un référendum, si les autres pays ne nous reconnaissent pas, on ne peut pas adhérer aux Nations unies. Donc, toute la question de la reconnaissance internationale, et M. Lévesque et M. Parizeau étaient très conscients de ça. Et moi, c'est le rôle que j'ai avec d'autres, là, en équipe, là, jouer, c'est de faire en sorte que la droite et la gauche, ça, c'était notre défi en France, s'entendent et qu'il n'y ait pas, que ce soit transpartisan que la reconnaissance internationale du Québec. Je vais revenir dans un instant à votre conquête de la France, mais je vais rester un autre moment sur ce référendum de 95, parce que vous écrivez, puis là, on est 30 ans après le référendum de 95, vous écrivez, ce jour-là, je voyais l'avenir s'effondrer. Donc, à l'aube de vos 80 ans, est-ce que l'avenir s'est effondré pour toujours? Non, parce que je pense que le Parti québécois a réussi une chose qu'il fallait réussir pour redonner justement de l'élan. C'était le flambeau
que le flambeau passe à une nouvelle génération. Parce que je raconte que, par exemple, il y a des universitaires qui avaient écrit, ben, c'est le parti d'une génération. Monsieur Lévesque lui-même. Ben, Monsieur Lévesque. Monsieur Lévesque lui-même. Mais c'est-à-dire qu'il parle d'un parti politique, il ne parle pas de l'indépendance. Il parle du véhicule. Exactement, il ne parle pas de la cause. Alors que Vincent Lemieux, entre autres, qui est un grand professeur de sciences politiques à l'Université Laval, pensait que la cause elle-même serait celle d'une génération. Et là, on voit que la transmission a le bel et bien eu lieu à des gens qui ont dans la quarantaine. Alors, c'est eux qui portent maintenant ce flambeau-là, donc ça existe encore. Je vous ai présenté comme ayant une passion puis une mission. La mission, c'est la conquête de la France, grande conquérante devant l'Éternel. On va retourner à 1977, on écoute. Le rôle de la France est très important. Et quand on parlait de tolérance tout à l'heure du gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral n'a pas le choix parce qu'il y a des accords. Dieu merci, il y a un gouvernement qui a eu la bonne idée, celui de M. Lesage, n'est-ce pas, par Paul Gérin-Lajoie et par Pierre Laporte, d'avoir des accords avec la France. Ce qui fait que la France est le seul pays avec lequel on a des relations directes, de gouvernement à gouvernement, sans passer justement par cette bénédiction ou cette tolérance fédérale dont vous parliez tout à l'heure. 1977, vous avez réussi à obtenir une rencontre, M. Lévesque, avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais ça, oui, c'est sa première visite officielle. Oui, c'est ça, c'est un premier ministre. La photo. Oui, c'est ça. Puis Giscard d'Estaing a eu une phrase qui a duré en quelque sorte, qui était quel que soit votre choix, eh bien la France vous appuiera. Alors ça, c'est demeuré jusqu'à Nicolas Sarkozy qui a décidé qu'il en changeait, là. Balayer ça, oui. Oui, mais c'est revenu. Puis sous François Hollande, quand Pauline Marois est allée rencontrer François Hollande comme première ministre, il a répété grosso modo cette phrase-là, que chacun pouvait la mettre au bout du jour. Il y a eu le Nini aussi, oui, non-ingérence, non-indifférence. Ça, c'est Alain Perfit, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est un très grand ami du Québec, qui a écrit, d'ailleurs, De Gaulle m'a dit, là, ça a été en 3 tomes, c'est formidable. Bon, parce que le général de Gaulle en avait fait son confident sur le Québec, entre autres. Alors, évidemment, il y a eu une autre visite, celle-là dont vous êtes très fiers, c'est M. Parizeau en 93 à Paris. On regarde. Alors, parlez-nous de cette visite. On ne va pas l'entendre, on va le voir, M. Parizeau. Pourquoi cette visite-là? En 93, vous dites, c'est comme un triomphe, là. Bien, c'est parce que François Mitterrand a jamais été, bon, à gauche. On a toujours réussi quand même à avoir des amis au Parti socialiste. Hein? Mais je dirais de la gauche du Parti socialiste. Michel Rocard, notamment, qui est un grand allié. Grand allié, mais Jean-Pierre Chevènement aussi. Mais le centre du Parti socialiste, avec François Mitterrand, était plus difficile parce que Mitterrand me disait souvent, je le rencontrais régulièrement quand j'allais à Paris, puis il me disait, mais je comprends culturellement, puis il connaissait bien Anne Hébert, puis il me montrait... Oui, il y a une rencontre, le livre d'Anne Hébert était là, les fous de bassin. Bon, alors, mais sur la question politique de l'indépendance, de la souveraineté, c'était moins évident. Et quand M. Parizeau, donc, y est allé en 93, c'est une scène de cinéma, dans le fond, parce qu'on ne voulait pas que le délégué général qui représentait M. Bourassa... M. Dufour. Oui, André Dufour, reste... Jean Royer et moi, on avait accepté justement de rester dans l'antichambre, puis on voulait tout simplement que le délégué général présente M. Parizeau à François Mitterrand et qu'il se retire, ce qu'il ne fait pas, ce qui m'a obligé à intervenir dans le bureau d'à côté avec le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, pour qu'il fasse sortir le délégué général. Puis là, M. Mitterrand le fait sortir. C'est ça. Puis qu'il y ait un tête-à-tête entre M. Parizeau et François Mitterrand, parce que c'est ça que M. Parizeau nous avait, je dirais, imposé à Jean Royer. Moi, c'est ça qu'il voulait. Alors, il est ressorti de là, puis on a sabré le champagne parce que François Mitterrand lui a enfin dit qu'au nom de l'histoire, au nom, enfin, de nos relations, etc., qu'il ne pourrait pas ne pas reconnaître éventuellement. C'est en toute humilité, dans le fond, vous écrivez ce livre. Vous ne le mettez pas vraiment au jeu. Mais quand on pense, vous avez 3 chefs, trois hommes impressionnants au Québec qui ont fait l'histoire, M. Lévesque, M. Bouchard, M. Parizeau, puis ensuite, puis Mme Marois, il faut bien ne pas l'oublier, Mme Marois quand même. Vous avez démissionné en 2011. On va écouter un court extrait à 24-60 de nous expliquer pourquoi vous démissionnez.
Il y a toute une question de manière de faire de la politique qui est en cause, au-delà du dossier de l'amphithéâtre, qui a été en effet un déclencheur, un révélateur. Il faut que les choses se fassent autrement. Moi, je plaide pour une autre politique, de faire de la politique autrement, enfin, et c'est ça que les Québécois attendent. Est-ce qu'on fait, Louise Beaudoin, de la politique autrement quand vous voyez les choses aller en ce moment? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. C'est peut-être impossible, mais c'est peut-être impossible aussi. Je pense que, quand même, Véronique Yvon en a fait de la politique. Pour moi, autrement, c'est faire de la politique qui soit le plus transpartisane possible, qui soit bon. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui ont un peu réussi, puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a ça aussi en tête, mais c'est difficile parce que la politique, il y a quelque chose de brutal, de violent et intellectuellement du niveau du débat, mais qu'il ne faut pas qu'il déborde justement sur l'insulte comme certains se permettent de faire de la politique que par l'intimidation et l'insulte. Ça, non. On n'en est pas tout à fait là au Québec. Il reste juste une toute petite minute, mais enfin, votre lutte aussi pour la découvrabilité contre les GAFAM, bien sûr. Et cette semaine, en début de semaine, vous avez signé une lettre avec une centaine d'autres personnes pour un appel à résister aux menaces de Donald Trump. Oui. On est 300 maintenant. Alors, ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire résister oui, descendre dans la rue le 6 avril à 13h30 au pied du Mont-Royal devant la statue de Georges-Étienne Cartier. Puis vraiment, j'invite les Québécois à être là parce que ce qui s'est passé aujourd'hui entre McCartney et Donald Trump, c'est pas la fin de l'histoire. Et puis, il faut, nous, se manifester et résister. Le plus beau mot, c'est pas tarif ou droit de douane, comme dit Donald Trump, c'est résistance. Et en même temps, je vais terminer. Vous rendez hommage à Denis Vaugeois, ancien ministre de la Culture, historien lui-même, parce que vous, c'est l'historienne qui domine partout dans le livre. Il nous a fait passer sur la plaque d'immatriculation de la belle province à « Je me souviens ». Alors, pour vous, c'était ça, « Je me souviens ». Oui, c'est ça. Le titre du livre aurait pu être « Je me souviens ». Oui, mais entretien, c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est la formule du Montréal. Merci beaucoup, Louise Beaudoin. Que j'ai aimé comme formule, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Merci, Anne-Marie. Merci.